Salam alaikum. Alors, la dernière fois, on avait commencé avec les modèles de cycle de vie. On a vu les modèles en cascade, les modèles en V. Aujourd'hui, on va voir d'autres modèles. Alors, donc, le premier modèle qu'on va voir aujourd'hui, c'est le modèle par prototypage. Il est constaté que la plupart des erreurs dans le développement logiciel proviennent de la phase initiale de l'analyse, notamment à cause d'une mauvaise perception des besoins ou leur évolution due au changement dans les environnements internes ou externes. D'accord. Donc, on ne maîtrise pas les besoins de l'utilisateur. Donc, parfois, il est impossible de maîtriser les besoins de l'utilisateur dès le départ. D'accord. Donc, cette phase d'analyse qui a été malmenée, donc, va causer des erreurs dans le développement logiciel. D'accord. Dans la plupart des cas, les clients ne savent pas ce qu'ils veulent de la part du système d'information, puisqu'ils savent très bien ce qui se passe en pratique, d'accord, mais donc, puisque ce n'est pas des informaticiens, donc ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils veulent réellement d'un système informatique, d'accord. Donc, ils n'ont presque jamais pensé à tous les détails nécessaires pour spécifier ce dont ils ont besoin de la part d'un système d'information informatisé. Il est en effet quasiment impossible d'indiquer de façon complète, exacte, correcte, les exigences d'un système d'information moderne. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a donc des besoins qui changent, un client qui n'est pas forcément spécialiste dans le système, dans le domaine de l'informatique. Donc, de ce fait, donc, son expression des besoins donc, n'est pas claire, n'est pas correcte dès le départ, n'est pas exacte dès le départ, n'est pas complète dès le départ. D'accord. Ce qui... donc l'analyse ne peut pas être menée de manière correcte. D'accord, ce qui va poser des problèmes de développement du logiciel. Donc, il est dans de tels cas, donc dans le cas où les besoins ne sont pas exacts, clairs et complets, donc il est laissé au programmeur l'interprétation des exigences et la découverte des solutions, ce qui peut souvent conduire à des solutions qui ne répondent pas aux besoins et les conduit les développeurs, bien sûr, de résoudre un mauvais problème. Donc, on ne comprend pas la réalité du problème posé, d'accord. On ne comprend pas les besoins, donc on va développer un système, un logiciel qui ne va pas répondre aux problèmes réels, d'accord. Donc, pour cela, la solution qui est proposée, c'est le prototype. Alors, une solution classique à cette problématique est de proposer, avec le recours à des prototypes, proposer des solutions en adoptant cette solution de prototype. Car les prototypes demain offrent la possibilité de valider les spécifications fonctionnelles détaillées concernant les informations au tout début du projet. Cela veut dire que lorsqu'il est difficile d'établir une spécification détaillée, on a recours au prototypage qui est considéré, dans ce cas, comme un modèle de développement logiciel. Le modèle prototypal est un modèle évolutif, contrairement au modèle en V, où on construit, donc dans le modèle prototypal, on construit le prototype fonctionnel à partir des besoins énoncés. Donc, lorsqu'on a des besoins qui ne sont pas très clairs, d'accord, donc on a organisé des interviews avec le client et des réunions et qu'on n'a pas pu, à travers ces interviews, ces formulaires, etc., clarifier les besoins, on n'a pas pu
maîtriser les besoins du client à 100%. Donc, on ne va pas se lancer dans le développement du système réel, d'accord? Parce que si on développe ce système-là et qu'on n'a pas maîtrisé les besoins à 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va développer un logiciel qui ne va pas répondre réellement aux besoins du client. D'accord? Donc, on va répondre à des problèmes qui n'existent pas. D'accord? Donc, la solution consiste à faire quoi? Donc, on va proposer des prototypes, d'accord? Afin de clarifier les besoins du client. D'accord? Donc le principal objectif du prototype, c'est quoi? C'est de clarifier les besoins du client. Donc, au départ, le prototype, le modèle par prototypage a été inventé, d'accord, pour justement pallier ce problème de non-maîtrise des besoins du client. Alors, puisqu'on a des besoins qui ne sont pas clairs, donc on fait quoi? On essaye de développer un prototype. Ça veut dire quoi un prototype? Ça veut dire soit ça peut être soit une interface, d'accord, juste une interface, ça peut être un petit système, d'accord, me développer rapidement, d'accord. Donc ça ne va pas me perdre beaucoup de temps à le développer, donc je ne vais pas utiliser réellement des principes de développement bien étudiés, des méthodes de conception, de réalisation, etc. Donc je le développe de manière très rapide. D'accord. Donc, mon but, c'est juste de maîtriser les besoins, de savoir ce qui est demandé exactement. Donc, ce n'est pas de développer le logiciel, mais c'est surtout le fait de savoir, de maîtriser les besoins, de clarifier les besoins. Pourquoi je procède ainsi? Parce que le client, donc, en utilisant le langage naturel, puisque ce n'est pas un informaticien, donc, on a et ne sait pas comment exprimer ses besoins de manière formelle. Donc, le client, en général, n'a pas cette compétence de présenter les besoins de manière formelle, de manière exacte. D'accord? Donc, même si on organise des formulaires, donc des réunions, etc., donc on n'arrive pas à trouver des solutions, on n'arrive pas à voir clairement les choses. Donc, comme solution, donc on va lui donner quelque chose de visible. D'accord? Un prototype, c'est une partie du logiciel qui est visible. Donc, soit une interface du système en général, ou bien une interface qui concerne uniquement les besoins qui ne sont pas encore clairs. D'accord? Et puis, le client, donc on va lui présenter ces besoins-là. Pardon, on va lui présenter cette interface. Donc, et on va voir, c'est en voyant l'interface que les idées chez le client vont être plus claires. D'accord? Et de ce fait, donc, une fois qu'il va voir l'interface du système, d'accord? Donc, les idées vont être plus claires. Donc, il va nous dire, oui, c'est ce que je voulais dire, ou là, non, je voulais ajouter ça, ou là, je voulais faire ça, au lieu de ça, etc. D'accord? Donc, ça me sert à quoi? Ça me sert à clarifier, dans ce cas-là. Donc, ça me sert à clarifier les besoins du client. Pourquoi? Parce que les interviews que j'ai fait, les réunions que j'ai organisées n'ont pas arrivé à des résultats concluants. D'accord? Donc, je procède ainsi, d'accord, afin d'être à 100% sûr des besoins du client, afin de maîtriser à 100% les besoins du client. Il faut bien comprendre ce qui est voulu pour le réaliser. Donc, on ne peut pas réaliser quelque chose, on ne peut pas réaliser un logiciel et qu'on ne sait pas le but du logiciel réel. D'accord? Donc, avant que je me lance dans le développement du logiciel, dans la conception et la réalisation du logiciel, donc il faut que je comprenne, il faut que j'analyse bien les besoins du client, il faut que je sache ce qui est voulu, d'accord? Et une fois que je maîtrise ça, je maîtrise ce qui est voulu, je peux développer un logiciel que
je suis sûr que mon logiciel va répondre réellement aux besoins voulus. D'accord? Alors, le principe du prototypage, en général, on procède de manière graduelle, en considérant au fur et à mesure les besoins des utilisateurs et on les affine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, donc si par exemple j'ai un ensemble de besoins qui ne sont pas clairs, d'accord, donc je procède de manière graduelle, donc c'est étape par étape, d'accord, donc je fais les choses étape par étape, d'accord, donc premièrement je vais écrire une première spécification et réaliser un sous-système du produit logiciel final, d'accord, on les développe et on le propose à l'utilisateur qui apporte ses critiques. D'accord? Donc, j'organise. Donc, premièrement, je vais écrire une première spécification et je vais réaliser un sous-système, un sous-ensemble du produit. D'accord? Un sous-produit, un sous-produit logiciel. D'accord? Et puis, après, on va le développer et le proposer à l'utilisateur qui va apporter ses critères, soit qu'il est d'accord, soit qu'il n'est pas d'accord. D'accord? Et donc, on peut ici, on peut s'arrêter là. D'accord? S'il est d'accord, donc on procède au développement logiciel. Il y a une autre approche qui consiste à faire quoi? Qui consiste à améliorer et à compléter à chaque fois le prototype. D'accord? Donc, on améliore et on le complète à chaque fois, ce qui donne une nouvelle version, etc. Donc, à chaque étape, en chaque étape du développement du prototype, on va lui ajouter de nouvelles fonctionnalités pour augmenter le logiciel. Donc, chaque étape va être relativement simple et doit être testée et essayée au fur et à mesure. Donc, le logiciel est en train d'être développé. Donc, à chaque fois que je vais rajouter, donc chaque fois que je vais rajouter au prototype de nouvelles fonctionnalités, je dois les tester à chaque fois, d'accord, afin de les valider avec le client. D'accord? La principale idée sur laquelle repose sur ce type de système, ce type d'approche, pardon, c'est de considérer le client comme étant un co-auteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas considérer le client comme étant quelqu'un qui va juste exprimer ses besoins, d'accord? Mais plutôt quelqu'un qui va collaborer pour le développement du logiciel. D'accord? Contrairement aux approches déjà vues l'autre fois, donc les modèles en cascade et les modèles en V, d'accord? Donc, première étape, c'était l'expression des besoins. On peut ensuite analyse spécification des besoins. Donc, le client, il intervient uniquement lors de l'expression des besoins, d'accord? Ensuite, c'est au développeur de faire l'analyse, la conception et le codage et le test, d'accord? Sans implication du client, d'accord? Le client, on le voit une fois lors de l'expression des besoins, une autre fois lors de la livraison du logiciel, d'accord? Donc, comme l'autre fois, c'est l'effet tunnel, d'accord? C'est l'un des inconvénients des modèles en cascade et les modèles en V. Donc, il y a ce phénomène de tunnel, d'accord? Donc, on ne voit pas, on a une communication avec le client que lors de la première phase qui est l'expression des besoins et la dernière phase qui est la livraison du logiciel, d'accord? Alors que dans ce type de modèle, qui est le modèle par prototypage, donc, ce modèle-là va impliquer une collaboration avec le client. Donc, les clients sont des partenaires dans le prototypage. D'accord? Donc, on modélise les prototypes pour eux et non pas... Donc, par exemple, on modélise les prototypes avec eux et non pas pour eux. Donc, je crée un premier prototype, je le valide avec le client. C'est le client qui va le valider. Donc, à chaque fois que je vais ajouter de nouvelles fonctionnalités à ce prototype, donc c'est le client qui va
à chaque fois validé. D'accord? Donc, il y a cette communication, il y a cette collaboration avec le client tout au long du processus de développement logiciel. D'accord? Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que donc, à chaque fois, même si les besoins vont changer, donc je suis au courant de ce changement plutôt dans le processus de développement que ce qui a été constaté lors lors des modèles en V en cascade. D'accord? Donc, en V en cascade, donc on n'a pas de communication avec le client et ce n'est qu'après livraison du logiciel qu'on s'aperçoit qu'il y a des fonctionnalités qui ont changé ou bien qu'on n'a pas bien maîtrisé les besoins. D'accord? Alors qu'en adoptant ce type de modèle, donc on a cette collaboration étroite avec le client. Donc, on développe, à chaque fois qu'on développe quelque chose, on doit la valider avec le client. Donc, il y a cette collaboration qui est très utile. Donc, pourquoi? Parce que je découvre plus rapidement les failles, les erreurs. D'accord? Donc, plus une erreur est détectée rapidement, plus elle va me coûter moins cher. Parce que si, par exemple, j'ai fait une erreur lors de l'analyse des besoins et que je la découvre uniquement lors du codage, donc là, ça va me coûter très cher. Pourquoi? Parce que je dois revoir et l'analyse, et la conception, et le codage. D'accord? Alors qu'en adoptant ce type d'approche, donc il y a cette collaboration qui me permet de découvrir rapidement les erreurs, d'accord? Et ainsi, la correction va me coûter moins cher. La correction de ces erreurs-là va me coûter moins cher. Alors, donc la première personne qui avait développé cette approche-là, donc c'est l'auteur la personne qui a inventé ce modèle-là, c'est Boehm, d'accord? Donc, il a fait la promotion de l'utilisation de prototypes pour diminuer le risque. Le prototypage est le fondement de sa méthode de développement en spirale, d'accord? Ce qu'on verra plus tard. Donc, il dit que le prototypage, donc Boehm dit que le prototypage est utilisé avec succès pour acquérir une compréhension rapide des exigences du système, d'accord? Et pour guider ou encadrer la conception du logiciel. Il précise également, d'accord, que cela sert aussi à évaluer les interfaces utilisateurs et à tester les algorithmes complexes. D'accord, quand les utilisateurs voient un résultat tangible sur l'écran, ils peuvent comprendre ce qui manque ou ce qui pourrait être la prochaine question. D'accord? Donc, le fait de présenter une interface aux utilisateurs, d'accord, cela leur permet de voir plus clairement les choses que est-ce qu'il n'y a que Amiroche qui n'entend rien ou c'est tout le monde qui n'entend rien? C'est à cause de la connexion, je pense, parce que j'ai eu du mal à me connecter.
Le son est mauvais pour tout le monde. Et je pense que c'est un problème de connexion. Les gens qui entendent bien peuvent faire un enregistrement du cours, d'accord, et l'envoyer aux autres. Ok, donc les expériences de Bohème et de ses collaborateurs donc, ont montré qu'avec le prototypage, il est possible dans certains contextes de réduire l'effort de développement de 40%. Donc, on peut réduire l'effort de développement de 40% juste en adoptant cette approche de prototypage. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me lancer dans le développement logiciel sans avoir compris à 100% ce qui est demandé. D'accord? Donc, et en plus de ça, donc ça m'évite, donc déjà ça m'évite de développer quelque chose qui n'est pas conforme à 100% aux exigences du client. Donc ça d'une part. D'autre part, en adoptant cette approche aussi, donc je peux détecter, parce qu'à chaque fois je fais des validations, après chaque intégration de nouvelles fonctionnalités, je fais appel au client qui va valider. Donc je découvre plus rapidement les erreurs éventuelles. Donc, et de ce fait, donc puisque je détecte rapidement les erreurs, donc le coût de leur correction, pardon, donc va automatiquement diminuer. D'accord? Donc l'adoption de ce type d'approche fait gagner jusqu'à 40% de l'effort de développement, selon l'étude qui a été menée par Bohème et Horowitz. Alors, donc l'approche par prototypage a été inventée premièrement, donc la première fois, elle a été inventée pour clarifier les besoins du client. Mais par la suite, elle a été adoptée pour d'autres besoins, d'accord? Elle a été utilisée dans d'autres cadres, d'accord? Et pour cela, on a généralement deux types de prototypage, d'accord? Il y a ce qu'on appelle le prototypage évolutif et il y a ce qu'on appelle le prototypage rapide, jetable ou bien maquette, d'accord? Pour le prototypage rapide et jetable, un squelette du logiciel qui n'est créé que dans un but et dans une phase particulière du développement. Donc, on développe dans ce cas-là un squelette du logiciel, d'accord? Donc, mon but, c'est juste de satisfaire une étape particulière du développement. Par exemple, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, c'est juste pour clarifier par exemple les besoins du client. Donc, on développe le prototype. On développe le prototype juste pour clarifier les besoins du client. D'accord? Une fois qu'on a clarifié les besoins du client, on jette le prototype. D'accord? On n'en a plus besoin. Pourquoi on le jette? Parce qu'on l'a développé d'une manière qui n'est pas vraiment étudiée. D'accord? Donc, le but de son développement était juste de clarifier les besoins du client. D'accord? Donc, je ne peux pas fonder mon logiciel sur ce prototype-là. D'accord? Parce que je n'ai pas utilisé une bonne méthode de conception, ni de codage, etc. Donc, ce qui fait que j'aurai un prototype qui n'est pas vraiment une bonne base pour mon logiciel. Donc, de ce fait, donc il m'a servi juste, c'est vrai qu'il m'a servi à quelque chose, qui est la compréhension des besoins du client, mais après ça, je ne peux pas fonder mon logiciel sur ce prototype parce que je l'ai développé de manière pas étudiée, de manière rapide. D'accord?
parce que je l'ai développé pour un objectif bien précis. D'accord? Un autre type de prototypage qui est le prototypage évolutif. Ce type de prototypage est conservé tout au long du cycle de développement. Il est amélioré et complété pour obtenir le logiciel final. Donc, lorsque je développe le prototype, je le développe de manière étudiée dans ce cas-là. D'accord? Et à chaque fois, je rajoute, je l'améliore et je le complète, d'accord, pour obtenir le logiciel final. D'accord? Dans ce cas-là, je ne jette pas le prototype, mais je le fais évoluer. D'accord? Chaque fois, en lui ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Alors, comme on l'a déjà dit, donc le prototypage ou maquette rapide est utilisé en amont du cycle de développement. Ça veut dire soit analyse des besoins, spécification fonctionnelle, d'accord? Elle permet la validation des spécifications par expérimentation. Je saurai ce que je veux lorsque je le verrai. Donc, l'utilisateur ne sait pas réellement ce qu'il veut, d'accord? Mais une fois qu'il voit, d'accord, qu'il a une idée plus claire sur ce qu'il veut. D'accord? Parce que c'est pas toujours des informaticiens. Les clients ne sont pas toujours des informaticiens. Donc, de ce fait, il est possible qu'ils ne savent pas de manière précise ce qu'ils veulent réellement. Mais lorsqu'on leur propose une interface, donc ils vont savoir, donc ils sauront, d'accord, plus clairement ce qu'ils veulent réellement. D'accord? Donc ça, on appelle ça le prototypage. Donc, le prototypage jetable, il permet aux clients et aux développeurs de bien se mettre d'accord sur la nature du produit à réaliser, en particulier sur l'interface et les fonctionnalités. Donc, c'est pour clarifier et préciser les besoins du client. D'accord? C'est pour expliciter les besoins du client. Donc, avec cette approche, on est capable de définir plus explicitement et de manière plus cohérente les besoins des usagers, de détecter les fonctionnalités manquantes, identifier améliorer les fonctions complexes, etc. Il permet également de démontrer la faisabilité et l'utilité de l'application. Parce qu'il est possible donc, que lorsqu'on développe ce prototype, d'accord, on s'aperçoit que la contrainte de faisabilité n'est pas vérifiée. D'accord, il y a des choses qui ne sont pas faisables. Une fois que l'utilisateur voit l'interface, donc il nous dit non, je ne veux pas ça, je veux plutôt ça. Et ce qu'il veut réellement n'est pas faisable. Donc ça nous permet de démontrer la faisabilité et l'utilité de l'application. D'accord, parce qu'on voit plus clair les besoins du client. Alors, le prototypage jetable, donc, ce prototypage jetable, donc comment on procède lors de l'utilisation de ce type de prototypage qui est le prototypage jetable. Donc, on fait une analyse préliminaire des besoins, d'accord? Il y aura certainement des besoins qui ne sont pas clairs ou bien des besoins qui ne sont pas précis. Il y a une certaine ambiguïté dans les besoins. On n'arrive pas à maîtriser les besoins à 100%. On fait quoi? On construit un prototype. D'accord? Le prototype, on le construit de manière rapide, sans respect des méthodes de conception et de codage. D'accord? Pourquoi? Parce que mon but, c'est juste de clarifier les besoins du client. Ce n'est pas le développement logiciel proprement dit. Donc, une fois que je construis mon prototype, je vais l'évaluer, faire des expérimentations. D'accord? Donc, l'évaluation est faite en collaboration, bien sûr, avec le client. D'accord? Donc, le client va évaluer aussi ce prototype. Donc, après évaluation, c'est soit que le client est satisfait ou bien non. D'accord?
Si le client n'est pas satisfait, donc état non satisfaisant, donc il y a analyse et sélection de nouvelles fonctions. Donc je vais essayer d'analyser le prototype, d'analyser les nouvelles fonctions, de sélectionner de nouvelles fonctions, d'accord? Réaliser une autre version du prototype, d'accord? En prenant en considération les remarques du client, bien sûr, d'accord? Et on construit le nouveau prototype, d'accord? Ce nouveau prototype doit être aussi évalué et expérimenté par le client, en collaboration avec le client, d'accord? S'il n'est pas satisfait, on doit refaire encore l'analyse et sélection de nouvelles fonctions. Sinon, si le client est satisfait, ça veut dire quoi qu'il est satisfait? Ça veut dire qu'il est d'accord sur toutes les fonctionnalités qu'on a offertes dans le prototype. D'accord? Donc, une fois le client est satisfait, donc on aura une expression claire des besoins réels. D'accord? Donc, on a une idée plus claire sur les besoins du client. D'accord? Si le client est satisfait, donc après évaluation du prototype, si le client est satisfait, d'accord, qu'il est d'accord sur les besoins qu'on a présentés dans le prototype, ça veut dire qu'on a compris les besoins, qu'on a maîtrisé les besoins du client. Donc, on a une expression claire des besoins réels, d'accord? Et on peut passer à une spécification définitive. Ça veut dire que c'est bon, on ne va plus revoir les besoins du client parce qu'on les a bien compris, on a bien saisi ce qui est demandé. Donc, on fait une spécification définitive. Et après la spécification définitive, on peut donc passer aux autres étapes de développement logiciel qui sont la conception et le codage. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Ici, je n'oublie pas de préciser que après expression claire et des besoins réels, le prototype est jeté. D'accord? Donc, on va plus l'utiliser pour le développement logiciel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on l'a donc développé de manière rapide. Donc, on va le jeter dans ce cas-là. D'accord? On va le mettre de côté et on va réaliser le système. Donc, on va faire une réalisation complète du système. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Très bien. Alors, donc, cette approche de prototypage jetable consiste donc à produire rapidement une maquette qui constitue une ébauche du futur système. La notion de rapide est importante car cette phase conditionne toute la suite du cycle de vie et permet de raccourcir la durée des allers-retours client-développeur pendant la phase d'analyse des besoins. Donc, au lieu d'organiser plusieurs réunions pour comprendre les besoins du client, donc on fait ce développement de prototypes jetables. Donc, ça va me faire gagner du temps, d'accord? Pourquoi? Parce que donc c'est plus rapide et facile que lorsque le client voit quelque chose de concret, d'accord? C'est l'interface du système, il va l'avoir de manière concrète, donc il aura une idée plus claire sur ses besoins, donc ça va me faire aussi gagner du temps. Alors, il y a une petite remarque aussi ici. Jeter le prototype est dû aux imperfections propres, donc on a déjà dit, à tout prototype, car la rapidité de développement est souvent réalisée au détriment de la maintenabilité du logiciel, ce qui est intolérable pour les gros systèmes logiciels. Donc, ce qui est voulu dire ici, c'est que
on jette le prototype. Pourquoi? Parce qu'on l'a développé de manière très rapide. Donc, il y aura certainement des imperfections. D'accord? Parce qu'on n'a pas utilisé de bonnes méthodes de conception, donc on n'a pas utilisé de bonnes méthodes de conception, donc ça va influencer la maintenabilité du logiciel, donc ce qui est en général intolérable. Donc c'est pour ça que on préfère dans ce cas jeter le prototype pour développer le logiciel à zéro. D'accord? Alors, maintenant, on passe à un autre type de prototypage qui est le prototypage non jetable ou bien évolutif. Donc, la première version du prototype construit l'embryon du produit final. Plusieurs itérations sont réalisées jusqu'au produit final. Donc, la différence ici est que on ne va pas jeter le prototype, mais on va le développer la première fois de manière étudiée, en respectant les méthodes de conception et de réalisation. D'accord? Et donc, on construit une première version du prototype. D'accord? Et ensuite, on procède à plusieurs itérations. À chaque itération, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités à ce prototype-là. Donc, je le fais de manière itérative, d'accord, jusqu'à avoir un produit final. Donc, la procédure est qu'on détermine d'abord un ensemble minimum de fonctions qui sont incomplètes, d'accord, donc de façon à réaliser un premier incrément du logiciel dont on se sert pour analyser le comportement du logiciel. Donc, je détermine donc un sous-ensemble de fonctionnalités, d'accord, à développer, à réaliser pour la première fois, d'accord. Et puis, donc, à chaque fois, je vais lui ajouter, à ce sous-ensemble, je vais ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, le prototype répond à des objectifs différents. Donc, on cherche à construire un système éventuellement très incomplet, mais dans son dimensionnement réel, de façon à pouvoir faire des essais en vraie grandeur. Donc, on commence par, dans ce cas-là, donc par un sous-ensemble qui est incomplet du système, d'accord, un sous-ensemble de fonctionnalités incomplet, d'accord. On essaie de le réaliser, de le valider, et à chaque fois, on ajoute de nouvelles fonctionnalités à ce prototype-là. Donc, on a plusieurs versions du prototype. L'utilisateur donc fournit en retour des informations au concepteur qui modifie le prototype. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on va rajouter de nouvelles fonctionnalités, on fait valider ça avec l'utilisateur. D'accord? Donc, il y a aussi, dans ce cas-là, une très grande collaboration avec l'utilisateur. Donc, on va développer, donc c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que le client, ici, l'utilisateur devient un co-auteur du logiciel. Pourquoi? Parce qu'il y a cette collaboration étroite avec l'utilisateur. Donc, à chaque fois qu'on va rajouter de nouvelles fonctionnalités, on fait valider ça avec le client. Donc, le développement logiciel est plus maîtrisé. D'accord? Les erreurs sont détectées de manière plus rapide et leur correction va revenir bien sûr moins cher. Donc, ce processus d'évolution, de prototype, continue jusqu'à ce que l'utilisateur soit satisfait du système livré. Donc, chaque fois, je fais des évolutions sur ces prototypes, d'accord, jusqu'à ce que l'utilisateur soit à 100% satisfait du système qu'on va lui livrer. D'accord? Donc, l'approche ici consiste, lorsque je vais adopter cette approche de prototypage non jetable, donc je dois procéder comme suit. Donc, on a une étude préalable, première identification des besoins. Donc, sur cette étude, donc, je fais une spécification
de base. Donc, ensuite, je fais une conception-réalisation juste de cette première identification des besoins. D'accord? Donc, j'aurai quoi? J'aurai une version du prototype. D'accord? Je vais le mettre en œuvre et essayer de le faire utiliser par les utilisateurs. Donc, ces utilisateurs vont faire des évaluations. D'accord? Donc, ces évaluations, à travers ces évaluations, on va détecter des erreurs, des bugs, d'accord, qu'on va corriger afin d'améliorer le prototype et donc l'amélioration de ce prototype. Donc, on va faire naissance à donner naissance, à une nouvelle version du prototype. D'accord? Donc, cette nouvelle version est également mise en œuvre, et utilisée par les utilisateurs qui vont l'évaluer. D'accord, la corriger, d'accord, corriger donc cette nouvelle version du prototype et donc cette évaluation va donc nous inciter à faire des corrections et des améliorations. Donc cela va donner naissance aussi à une nouvelle version, etc. jusqu'à ce que j'ai une version finale. Donc les évaluations sont donc je dois faire ça. Je dois faire à chaque fois, je dois faire des mises en œuvre, des utilisations, évaluations, corrections, etc. et produire une nouvelle version du produit. Donc, jusqu'à avoir une version finale du système, d'accord, du système en général. Donc, par exemple, ici, dans ce type d'approche, les systèmes experts sont souvent développés en utilisant cette approche-là. Alors, maintenant, on passe aux avantages du modèle par prototypage. Donc, le principal avantage ici, c'est l'implication active du client. Donc, le client est fortement impliqué dans le développement logiciel, d'accord? Donc, le développeur apprend directement du client. Donc, il y a une collaboration avec le client qui va valider à chaque fois. Chaque fois, il va valider les besoins, les nouvelles versions, les besoins, les nouvelles versions. Donc, j'aurai une implication très active du client dans le processus de développement. Donc, le client, ce qui va me donner une facilité de communication entre les étapes successives, entre les clients et les concepteurs. Donc, il y a une meilleure communication avec le client. D'accord? On peut aussi, donc, un autre avantage, c'est la démonstration de la faisabilité et de l'utilité du système. Donc, on peut juger de la faisabilité du système, d'accord, et de l'utilité du système. Donc, une fois qu'on voit le prototype, donc on peut de manière plus claire juger de la faisabilité parce que on développe les fonctionnalités critiques et on peut à travers ce développement, on peut juger de la faisabilité du système. Et de l'utilité du système aussi parce que donc, il est possible que le client qui n'est pas un informaticien, donc il a un problème donné, il décide il veut avoir un logiciel qui va lui résoudre le problème, mais en réalité, un logiciel, ce n'est pas la meilleure méthode pour résoudre le problème. D'accord? Donc, on peut démontrer ça à travers le prototypage. Un autre avantage aussi qui est très important, c'est de mieux comprendre les besoins, d'accord? Donc, l'utilisation du prototypage va mettre en évidence les besoins qui sont imprécis, incomplets, incohérents. Donc, une explication entre l'utilisateur et le développeur lors des démonstrations. Donc, lors des démonstrations des prototypes, donc, il y a une meilleure explication entre l'utilisateur et le développeur en utilisant le prototypage.
Aussi, il y a une détection de fonctions oubliées, d'accord? Donc, travailler en collaboration étroite avec l'utilisateur qui voit rapidement les premiers résultats de l'application, même si toutes les fonctionnalités ne sont pas développées dans le prototype, il fonctionne. Donc, c'est pourquoi on développe en premier les fonctions dont les spécifications ne sont pas bien définies, d'accord, pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse avoir une idée plus claire sur ces fonctions-là, d'accord. Et puis, il est possible aussi qu'on ait certaines fonctions qui sont oubliées, soit oubliées par l'utilisateur qui oublie de les mentionner, d'accord. Donc, lorsque ces utilisateurs voient le prototype, ça va lui rappeler les fonctionnalités qu'il a oubliées, pardon. Aussi, un autre avantage qui est très important, c'est de fournir une validation précoce des fonctionnalités du système. Alors, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, à chaque nouvelle version, donc chaque nouvelle version du système, donc doit être validée va être évaluée et validée par l'utilisateur. Donc, j'ai une validation précoce des fonctionnalités du système. Donc, j'ai une validation précoce, donc ce qui est bien parce que je développerai au final un logiciel qui est conforme aux besoins du client. Aussi, un autre avantage, c'est la démonstration de ce qui est fonctionnellement et économiquement réalisable. Donc, le fait de développer un prototype peut démontrer aussi ce qui est réalisable fonctionnellement et économiquement. Parce que il se peut donc on peut plus facilement démontrer la faisabilité du système. Donc, que ce soit la faisabilité économique, parce qu'on a un budget bien précisé, donc on doit le respecter, d'accord. Aussi, un autre avantage conduit à des spécifications plus créatives et à un système plus tourné vers l'avenir. Oui, parce que donc, lorsque le client va être donc voit donc on travaille de manière en collaboration avec le client, donc le client va intervenir plusieurs fois dans le développement du logiciel. Donc à chaque fois il peut voir d'autres fonctionnalités nouvelles. Au cours du développement, il peut ajouter de nouvelles fonctionnalités, etc. Aussi, un autre avantage, c'est de réduire la complexité du problème. Donc, en rejetant à plus tard ce qui concerne la sécurité, la performance, des contraintes héritées du passé, etc. Donc, on réduit la complexité du système. Donc, on va développer un sous-système, on va développer un sous-ensemble de fonctionnalités afin de maîtriser le développement du logiciel, d'accord. Et puis à chaque fois, à cet ensemble de fonctionnalités, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, on a une maîtrise de la complexité du problème, d'accord. Donc, on essaie de décomposer le problème en plusieurs sous-problèmes et à chaque fois, on crée une version du logiciel qui répond à un certain nombre de fonctionnalités. Aussi, ce modèle de par prototypage donc, permet une approche évolutive, donc échouer petit temps, qu'il puisse réussir également. Donc je développe de manière évolutive, d'accord. Donc je développe par incrément. Donc je crée le premier incrément et à part la suite je vais ajouter de nouvelles fonctionnalités jusqu'à avoir un système final.
Aussi, un autre avantage est que le système par prototypage s'adapte rapidement au changement des besoins parce qu'on ne développe pas le système camel dès le départ, mais certaines fonctionnalités, d'accord, on développe par fonctionnalité. Donc, si on a un changement de besoin, c'est plus rapide d'adapter le prototype à ces nouveaux besoins ou à ce changement de besoin. Donc, on a aussi une très grande interaction avec le produit. Donc, à chaque fois, donc le client va intervenir pour faire des validations. Donc, on a cette grande interaction avec le client. Alors, maintenant, on passe aux inconvénients du prototypage. Alors, le prototypage a quand même certains inconvénients, d'accord? Donc, le principal inconvénient ici est que le prototypage incite l'utilisateur à demander de nouvelles fonctionnalités. Les idées viennent à la vue d'une maquette, donc le processus peut ne jamais s'arrêter. Donc, à chaque fois qu'on va présenter un prototype à un client donné, au client, donc ces clients-là vont voir, donc ils auront des idées sur de nouvelles fonctionnalités. Donc, à chaque fois qu'on va donc on va développer ces nouvelles fonctionnalités, et une fois qu'on voit le prototype, il y a de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, etc. Donc, ça risque de ne pas se terminer, d'accord, ne pas s'arrêter. Et donc, à chaque fois, le client, chaque fois qu'il va voir le prototype, donc, il y a de nouvelles fonctionnalités qui lui viennent et ça risque de ne jamais s'arrêter. Aussi, le prototype implique un code faiblement structuré, donc parce qu'on développe par sous-ensemble de fonctionnalités, donc l'intégration peut causer problème. L'intégration de ces fonctionnalités peut poser problème parce que le code est faiblement structuré. Aussi, le fait de développer par sous-ensemble de fonctionnalités peut aussi affaiblir la maintenabilité du logiciel, d'accord, parce qu'on n'a pas cette caractéristique, on n'a pas forcément, on ne garantit pas d'avoir une bonne conception, d'accord, et donc ça peut affaiblir la maintenabilité du logiciel. Aussi, il est très difficile d'établir un planning en adoptant cette approche. Pourquoi? Parce que donc on ne sait pas réellement quand est-ce qu'on va s'arrêter, parce qu'on travaille en étroite collaboration avec le client. Le client peut avoir de manière donc peut avoir plusieurs changements de besoins, d'accord. Donc, il est difficile de dire dès le départ, de fixer dès le départ les budgets, le planning, etc. Et souvent aussi, le prototype augmente le temps et les coûts nécessaires. Donc, le fait d'établir, donc le fait que le client ait sans cesse de nouvelles fonctionnalités, donc ça peut augmenter le temps et les coûts nécessaires. D'accord. Maintenant, on passe aux recommandations pour le modèle par prototypage. L'utilisation d'outils lourds tels que ceux retenus pour le développement final sont à éviter car le temps passé à mettre au point le prototype influe sur le coût. Alors, éviter de développer le prototype avec des outils complets du produit final. Donc, surtout dans le prototypage jetable. Donc, il faut éviter d'utiliser des outils complets, d'accord, afin de ne pas perdre beaucoup de temps. D'accord. Se rappeler de l'objectif du prototype,
d'accord? Donc, montrer les aspects fonctionnels les plus importants. Donc, on ne va pas développer un prototype pour le système en entier, mais seulement les fonctionnalités les plus importantes. Aussi, en utilisant le prototype, il ne faut pas insister sur les aspects non fonctionnels, les contraintes. Par exemple, on n'essaie pas de prouver, par exemple, l'efficacité à travers un prototype, etc. D'accord? Ne pas développer avec le même degré de finesse que le produit final. Donc, on va pas, surtout si on développe, si on adopte un prototypage jetable, donc on va pas le développer avec la même finesse, avec le même degré de finesse que le produit final, parce que ça va être une perte de temps. Utiliser aussi, si besoin, des langages de haut niveau qui servent à mettre en évidence l'essentiel. Donc, on va essayer d'utiliser le langage de haut niveau pour mettre en évidence pour l'essentiel, d'accord, pour gagner justement du temps. Maintenant, quand utiliser le modèle par prototypage, premièrement, c'est quand les besoins sont instables ou nécessitent des clarifications. Donc, les besoins ne sont pas clairs dès le départ. Donc, il y a une certaine instabilité des besoins aussi. Donc, on recommande dans ce cas-là l'utilisation du prototypage. Il peut être aussi utilisé avec le modèle en cascade pour la clarification des besoins. C'est-à-dire que c'est un modèle qui peut imbriquer d'autres modèles. On peut l'imbriquer dans d'autres modèles. Le modèle par prototypage, peut-être on peut l'imbriquer dans d'autres modèles. Si par exemple, j'adopte pour un problème donné le modèle en cascade et que les besoins ne sont pas clairs dès le départ, donc je peux, pour clarifier ces besoins-là, utiliser un prototype jetable. D'accord? Ainsi, donc, je peux utiliser deux modèles de cycle de vie différents pour le développement d'un même logiciel. D'accord? Donc, pour le développement d'un logiciel donné, donc j'adopte le modèle en cascade, mais les besoins ne sont pas clairs dès le départ, donc je procède à ce qu'on appelle un prototypage jetable pour clarifier ces besoins-là. D'accord? Aussi, on peut l'adopter lorsque les livraisons rapides sont exigées. Donc, le client exige d'avoir des différentes versions, plusieurs versions du logiciel. D'accord? Il veut voir le logiciel, donc il ne veut pas avoir l'effet tunnel tel que le modèle en cascade ou le modèle en V. Donc, il veut surveiller le développement logiciel. Donc, il veut avoir des livraisons rapides. D'accord? Donc, on peut utiliser ce modèle de cycle de vie. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ce modèle de cycle de vie qui est le modèle par prototypage? Des questions, pas de questions? Alors, dans le cas du prototypage rapide, d'accord, ça veut dire que on utilise le prototypage rapide, on l'utilise essentiellement pour comprendre les besoins du client. On est d'accord sur ça. Lorsqu'on veut ajouter de nouvelles fonctionnalités, ne faut-il refaire tout le prototype? Donc, je reviens vers
le processus permettant, donc celui-là, prototypage jetable, d'accord. Donc, vous voyez le prototype ici. Donc, j'ai donc une analyse préliminaire des besoins, d'accord. Je construis le premier prototype, je fais évaluer le prototype et expérimenter les prototypes par le client. S'il n'est pas satisfait, donc la non-satisfaisance ici du client est causée soit parce que les besoins ne sont pas clairs, soit que les besoins ne sont pas à 100% conformes à ce qui est attendu, d'accord. Je n'ai pas bien compris les besoins, d'accord. Aussi, peut-être l'état de non-satisfaisance ici peut être aussi causé par le fait de l'évolution ou du changement des besoins du client. Donc, de l'étape analyse préliminaire des besoins construction du prototype. Donc, il y a eu un changement des besoins, d'accord. Donc, cette évaluation va donner un état non satisfaisant. Le client n'est pas satisfait. Le client n'est pas satisfait soit parce que les développeurs n'ont pas bien saisi ce qui est demandé, ou bien il y a eu un changement des besoins. Donc, il y a un état de non-satisfaisabilité, non-satisfaisance des besoins. Et donc, on a une nouvelle analyse, donc on a une analyse de sélection de nouvelles fonctions, etc. et construire un nouveau prototype. D'accord. Le prototype, dans ce cas-là, donc, il est développé, donc, soit qu'on va c'est soit qu'on va, donc s'il est jetable, donc on peut, donc même s'il est jetable, dans ce cas-là, parce qu'on va l'utiliser juste pour comprendre les besoins du client, donc puisqu'il est jetable, donc on peut, même s'il est jetable, pardon, on peut lui ajouter des trucs, d'accord, afin d'essayer de voir ce qui est réellement voulu par le client. Dans le cas, alors, Chouaki, dans le cas où nous avons déjà développé une version de ce logiciel, une version du logiciel, vous dites, et non pas du prototype, d'accord. Et nous voulons créer une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités. On doit refaire tout le processus. Oui. Nouvelle version, pardon, Chouaki, vous parlez du logiciel ou du prototype? Précisez-moi, s'il vous plaît. Le logiciel, madame. Une fois qu'on a terminé avec le logiciel et qu'on veut ajouter une nouvelle version du logiciel avec plus de fonctionnalités, on ne peut pas réutiliser le prototype jetable déjà établi. On utilise le prototype jetable déjà établi pour comprendre les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux besoins. C'est ça. Oui, donc on va recréer un nouveau prototype. Ça dépendra. Est-ce que le premier prototype qu'on a jetable, il nous a servi juste pour comprendre les fonctionnalités de la première version? Donc, on ne peut pas l'utiliser cette fois-ci. D'accord? Et là, on utilise le prototype jetable pour les nouvelles fonctionnalités. Comprendre les nouvelles fonctionnalités voulues. D'accord? Donc, on développe un autre prototype pour comprendre les nouvelles fonctionnalités. D'accord? Parce que le premier prototype qui a été créé, c'est pour comprendre les besoins qui ont été déjà développés dans la première version du logiciel. D'accord, merci. Très bien. Alors, la question de Amoura. Mais le modèle par prototypage prend du temps, surtout le jetable. Comment alors la livraison est rapide? Ou bien c'est par rapport aux autres modèles? C'est par rapport aux autres modèles, premièrement. Ici, lorsque j'ai parlé des avantages, je parle de prototypage rapide et évolué. Hein. Donc, le gain de temps, la livraison rapide, c'est surtout par rapport au prototypage dont je parle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'ai une nouvelle version du prototype qui peut être livrée. D'accord?
Donc, je peux la livrer. Donc, l'utilisateur peut déjà l'utiliser. Les différentes versions que je suis en train de développer peuvent être utilisées par le logiciel, par l'utilisateur, pardon. D'accord? Jetable me fait aussi gagner du temps, le prototypage jetable. Pourquoi? Parce que en utilisant le prototypage jetable, j'aurai une maîtrise des besoins du client. D'accord? Et lorsque j'ai une maîtrise, lorsque j'ai dès le départ des besoins qui ne sont pas clairs. D'accord? Je n'ai pas pu les clarifier, je n'ai pas pu les expliciter. Pourquoi? Même si j'ai organisé plusieurs réunions avec le client, mais certaines fonctionnalités restent encore ambiguës. D'accord? Si je vais lancer le développement logiciel, d'accord, avec ces ambiguïtés-là, en ayant toujours ces ambiguïtés-là, donc je risque de développer un logiciel qui ne va pas répondre aux besoins du client. Donc, nous allons dans le processus. Telle la livraison, non, il y a certains donc je ne voulais pas dire ça, je voulais dire autre chose. Donc, j'aurai à développer, donc à revoir le développement dès le départ. Donc, ça me fait perdre beaucoup de temps. D'accord? Alors que si je vais opter pour le prototypage jetable dans ce cas, d'accord? Donc, je garantis la compréhension des besoins, je garantis la maîtrise des besoins dès le départ. Donc, ça me fait gagner du temps par la suite. Même si je vais perdre du temps pour le prototypage, d'accord, le fait de faire un prototypage pour comprendre les besoins du client et le valider, d'accord, mais le temps que je vais perdre, non, je vais le gagner après. Je vais gagner encore plus après. Parce que lancer un logiciel, le développement d'un logiciel, oui, mais je maîtrise à 100% des besoins, va me coûter très cher parce que j'aurai certainement des erreurs, donc des fonctionnalités qui ne sont pas à 100% telles que voulues par le client. Donc, j'aurai une perte de temps parce que là, je dois revoir tout le processus dès le départ. D'accord? Donc, je dois refaire la conception, la codage, etc. Alors que si j'opte pour le prototypage jetable, donc c'est vrai que je vais perdre du temps à le créer, mais je le crée de manière rapide. D'accord? Je ne vais pas utiliser de bonnes méthodes de conception ou de réalisation pour le faire. D'accord? Parce que le but, c'est quoi? C'est juste de comprendre les besoins. Donc, une fois validé le client, donc là, dans ce cas-là, je peux lancer le développement logiciel sur de bonnes bases parce que j'ai bien compris les besoins du client. Et non pas, donc je ne lance pas quelque chose, je ne lance pas le développement logiciel sans avoir maîtrisé à 100% les besoins du client. Donc parce que je suis sûre que par la suite, j'aurai des problèmes et je dois refaire tout le processus logiciel. Donc en termes de temps, je gagne beaucoup plus en adoptant le prototypage. D'accord, c'est clair? Oui, justement, c'est une autre approche. D'accord? Là, on a écrit le prototypage, on a ces deux approches. Donc, il y a deux types de prototypage différents. Donc, il y a un premier type qui est prototypage jetable. Par exemple, je peux l'utiliser si, par exemple, je vais opter pour le modèle en cascade. D'accord? Pourquoi j'opte pour le modèle en cascade? Pour une raison ou une autre. D'accord? Peut-être que l'équipe de développement ne maîtrise que ce modèle de cycle de vie. D'accord? Donc, je sais que je vais utiliser le modèle en cascade, mais que je n'ai pas une maîtrise à 100% des besoins. Donc, je vais utiliser le prototypage jetable juste pour maîtriser des besoins qui ne sont pas clairs. Donc, dans le prototypage jetable, je ne développe que les besoins qui ne sont pas clairs à 100%. D'accord? Je le développe, je répète, je le développe de manière rapide. D'accord? Sans vraiment adopter de bonnes méthodes de conception, de réalisation. Donc, je le développe juste comme ça. D'accord? C'est juste pour clarifier les besoins du client. D'accord? Je peux aussi utiliser le prototypage non jetable, évolutif. D'accord? Donc, à chaque fois, j'ai un ensemble. En général, on l'utilise parce que lorsqu'on a un système Winkin, un système complexe à développer.
D'accord? Donc, on essaie de décomposer le problème général en plusieurs sous-problèmes. D'accord? Et on développe un sous-système. D'accord? Un prototype qui va contenir un sous-ensemble de fonctionnalités. À chaque fois, on valide ce sous-ensemble-là, on le valide et on ajoute à chaque fois de nouvelles fonctionnalités. Quelle est l'étape qui suit la spécification définitive? Spécification définitive, après ça vient l'étape de conception. D'accord? Donc, spécification, donc on fait une spécification définitive des besoins, donc ça veut dire qu'on a maîtrisé à 100% les besoins du client. D'accord? Ensuite, selon le modèle de cycle de vie adopté, on va vers l'étape de conception. D'accord? Est-ce que c'est clair? Pardon, madame. Donc, pour le processus de prototypage, il est utilisé comme hybride avec un autre modèle de cycle de vie. C'est ça? Lorsqu'il est jetable, il est imbriqué. On l'imbrique dans un autre modèle. Et lorsqu'il est évolutif, c'est un modèle à part. C'est un modèle à part. D'accord? C'est clair pour tout le monde, j'espère. On passe à un autre modèle. Bon, la deuxième séance, ça va être aussi une séance de cours. D'accord? Parce que je préfère avancer, parce que c'est maintenant la première série d'exercices en TD. Donc, je préfère avancer en cours. D'accord? Je préfère terminer les modèles de cycle de vie. Parce que le modèle par incrément en spirale. D'accord? Et donc, la deuxième séance, ça va être aussi une séance de cours. Est-ce que vous voulez avoir une pause de cas ou là, après avoir terminé le modèle par incrément? Non, pas t'aider. Je préfère avancer en cours. Il n'y a pas t'aider aujourd'hui. Je préfère avancer en cours qui manque le camp pour que la prochaine fois, Inch'Allah, on puisse faire le TD. On va entamer UML. La question qu'on n'a pas abordée, justement, concerne les modèles de cycle de vie. D'accord? C'est pour ça que je préfère terminer les modèles afin de répondre à cette question. Donc, je vais vous donner une pause de 5 minutes. D'accord? Donc, je préfère garder le créneau de 8h, 9h40. Les samedis. Je préfère garder les samedis de 8h à 11h. J'aurai TD et cours. Donc, je donne une pause de 5 minutes entre chaque modèle, d'accord? Vous ne serez pas saturé, OK?